Shit. C'est une merde comme moteur, Atala. Goddamn right. Yeah. Nom de Zeus. Si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser. You are a slave, Neo. Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Aujourd'hui, pour la 4e de notre émission, nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau Julia Baldi, avec qui nous allons aborder le thème de la comédie musicale. Julia, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci de nous avoir rejoints, Julia. Tu es étudiante en master de didactique du français langue étrangère et tu es également professeure de claquettes et de chant au sein de l'association ARPAC. C'est ça. Pour échanger sur le sujet, j'ai l'immense plaisir de retrouver les membres habituels de l'équipe de La Claque, en commençant par Benjamin Darros. Benjamin, comment on se sent à quelques minutes de parler du meilleur film de l'année 2017 ? Tu veux dire meilleur film de tous les temps ? Ah, peut-être. j'aime ça. À tes côtés, on retrouve notre ami Jordan Constant, notre américanophile préféré, qui nous a préparé une claque bien british pour le coup. En forme, Jordan ? Yes, hello les gens, comment ils vont ? Très bien. Et enfin, Ludwig, notre petit spécialiste de l'image à nous. Ludwig, comment ça va ? Tu es chaud là ? Ah, choco une baraque à bretzel. Excellent, j'adore ce genre de comparaison. Allez, on y va. Avant d'aller plus loin, nous allons commencer l'émission en musique puisque Julia, tu es aujourd'hui venue accompagnée d'un titre que tu souhaites nous faire découvrir. C'est un son qui s'appelle Simon Smith and the Amazing Dancing Bear et c'est interprété par Randy Newman. C'est parti, on l'écoute. I may go out tomorrow if I can borrow a coat to wear. Oh, I step out in style with my sincere smile and my dancing bear, outrageous, alarming, courageous, charming. Oh, who would think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can be. Seen at the nicest places where well-fed faces all stop to stare, making the grandest entrance is Simon Smith in his dancing bear. They'll love us, won't they? They feed us, don't they? Oh, who would think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can be. Who needs money when you're funny? Big attraction everywhere will be Simon Smith and his dancing bear. Yes, Simon Smith and the amazing dancing bear. Alors Julia, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette musique s'il te plaît ? Oui, c'est une musique composée par Randy Newman, qu'on connaît surtout pour avoir composé la musique des films Pixar, Toy Story ou encore le Disney La Princesse et la Grenouille. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup puisque c'est Randy Newman qui a choisi d'arrêter de composer des chansons avec des thèmes un peu classiques, des chansons d'amour et une chanson sur Simon et son incroyable ours dansant avec la phrase que j'aime beaucoup « Who needs money when you're funny ?» Très bien, très bien. Alors, avant de parler de ta claque, on va un petit peu aborder ton parcours. Tu es actuellement étudiante en master de FLE à l'université Paul Valéry, afin de devenir professeur de français langue étrangère. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui t'a amené à ce domaine ? C'était pas réellement une voie toute tracée. C'était pas une voie toute tracée. J'ai commencé par faire une première scientifique avant de me diriger vers les lettres parce que c'était vraiment plus ce qui me correspondait. Et puis après, prépa littéraire, Cagnes, Hippocagne, où j'ai vraiment découvert véritablement la littérature et
classique et ce qu'elle pouvait m'apporter grâce à des professeurs qui m'ont aiguillée dans cette direction. Et puis, une fac de lettres modernes, une licence de lettres modernes. Ici même à Paul Valéry. Ici même à Paul Valéry. Et finalement, c'était une ambiance qui ne me plaisait pas trop, un état d'esprit, une mentalité que je trouvais un peu artificielle et pas très bienveillante. Et j'ai découvert le FLE, et français langue étrangère, donc. Et c'est vraiment une mentalité, une bienveillance qui m'a tout de suite attirée et qui m'a tout de suite plu. D'accord. Le FLE, on précise, c'est des cours de français pour les étrangers, mais qui peuvent se donner à l'étranger et également en France. Toi, tu as déjà eu l'occasion de travailler dans un milieu un peu particulier avec des migrants, c'est ça ? Oui, dans le centre d'accueil pour les migrants de Montpellier, le CAES. Alors, comment ça s'est passé, ce type d'expérience ? Comment ça se déroule ? Eh bien, on était donc bénévoles. On était quelques étudiants de ce master à être bénévoles dans cette association. Et ben, en fait, il y avait besoin de bénévoles, besoin de monde qui viennent donner des cours. Du coup, c'est vrai qu'on a tout de suite été jetés dans le bain et on a... Vous avez été envoyés sans préparation, on vous a dit « Allez-y, donnez les cours » ? Un petit peu, enfin, c'était un peu abrupt au début, on était censé observer, on avait notre dernier jour d'observation, et l'observation avait duré 1 semaine, et le dernier jour, le professeur qui devait donner les cours n'était pas là. Du coup, le responsable nous a dit, le professeur n'est pas là, vous faites cours. Sacré baptême du feu. Hein. Oui, sacré baptême, ouais. Carrément, et ça s'est passé comment ? Ça s'est très bien passé, les apprenants, les élèves étaient formidables, une gentillesse, une écoute absolument incroyable, vraiment très différent de la façon dont on peut imaginer une salle de classe, en fait. Et c'était vraiment une très très belle expérience. Super, super. Alors, je le disais en introduction, tu es également professeur de claquettes et de chant. On peut dire que tu t'épanouis dans toutes les formes d'enseignement, en fait. Oui, on va essayer de dire ça. J'essaye, en tout cas. C'est vrai que le domaine artistique, ça a été toujours une grande passion. Et là, grâce à cette association, grâce à l'association de l'ARPAC, j'ai pu donner des cours de claquettes et de chant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup partager cette passion avec ceux qui la partagent aussi. Ouais, tu as fait beaucoup de théâtre aussi, tu m'avais dit. T'as baigné dans l'art toute ta vie, en fait. Tu aimes toucher à tout. Est-ce qu'il y a des formes d'art encore que t'as pas expérimentées ? Oh oui, probablement des tas, mais c'est vrai que j'ai un peu essayé plein de choses. J'ai fait beaucoup de théâtre, 10 d'années de théâtre. J'ai fait du chant, beaucoup de chant polyphonique, jazz, une école de jazz aussi. J'ai fait de la danse. Alors juste pour les auditeurs qui seraient pas du tout calés en musique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le chant polyphonique, s'il te plaît ? Ah, de chant à plusieurs voix, donc voilà. Où on chante, on fait des harmonies à la voix, souvent a cappella, donc sans musique, et on fait des chants à plusieurs voix. Donc on peut dire que la musique fait partie de ton quotidien. T'es un peu tombée dedans quand t'étais petite ? Oui, toute petite, puisque mes parents étaient mélomanes, chacun dans leur style différent. Ma maman m'emmenait à l'opéra quand j'étais vraiment toute petite. Je suis allée voir Nathalie Dessay au Corégie d'Orange. Génial. Je devais pas avoir 5 ans. Enfin, c'était vraiment quelque chose de merveilleux souvenirs. Et puis mon papa, lui, me faisait un peu plus découvrir la folk, le rock, les Beatles. Ton père est musicien. Mon père est guitariste, oui. C'est génial ça. Et toi, donc tu as chanté très très tôt. Tu te rappelles de ta première expérience de scène qui t'a permis de t'affirmer en tant qu'artiste ? Si je peux bien employer le mot artiste. Bon, je vais pas dire les spectacles que je montais à chaque repas de famille où il fallait forcément que je me donne en spectacle. C'est un premier public. C'est un premier public, certes, mais je dirais une des premières fois, c'est quand ma première année de théâtre, le jour de la représentation, donc on est sur scène et je joue mon tout petit rôle, un tout petit rôle de première année de théâtre, et j'avais 9 ans. Et ça a été une claque, on peut le dire, et c'était tellement merveilleux, et depuis, j'ai pas su redescendre de la scène, quoi. C'était quelle pièce ? Une pièce connue ou... Ah non, pas du tout, c'était une petite pièce pour enfants. Je jouais
le personnage d'un sphinx et j'étais immobile pendant toute la pièce avec des phrases très lacunaires et puis juste à la fin de la pièce, je descendais de mon piédestal en m'étirant et en débitant un petit monologue. Et c'était mon moment de gloire. Super, et direct, t'as voulu enchaîner et le chant est devenu une passion. J'ai pu arrêter. C'est génial. Tu aurais une petite anecdote de scène à partager avec nous, quelque chose d'un peu cocasse ou qui sort de la norme? Oui, enfin, toujours dans cet assaut de théâtre dans laquelle je faisais partie. J'étais pas très vieille, je devais être en 4e et on jouait une pièce qui était une réécriture de Blanche-Neige, un peu comique. Et alors, j'avais plein de petits rôles, entre autres la méchante de Blanche-Neige, un des nains, puisqu'il fallait changer de rôle. Et du coup, je devais changer de costume très, très rapidement entre les scènes. Donc, dans les coulisses, il faisait très sombre. Et à un moment, je mets mon costume de nain, j'enfile un vieux pantacourt et je vais vite, je rentre sur scène et en arrivant sur scène, je regarde mon pantalon et je me rends compte que j'ai l'étiquette qui sort du pantalon et je me dis oh là là, j'ai mis mon pantalon à l'envers et c'est dramatique, c'est pas très grave, mais pour le mois de 12-13 ans, c'est terrible, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Et ça va, t'as réussi à gérer la panique? En fait, le plus drôle vient après, c'est-à-dire qu'à la fin de la pièce, je vais voir ma maman et mon papa qui étaient dans la salle et je dis terrifiée, maman, c'est terrible, dans cette scène-là, j'avais mis mon pantalon à l'envers, tu te rends pas compte, c'est très grave. Et elle me dit mais non ma chérie, on n'a rien vu, ça s'est absolument pas vu, je m'en suis pas du tout rendu compte. Bon, le temps passe, on regarde la vidéo du spectacle que ma mère avait filmé. Et on entend, pendant la scène où j'ai mon pantalon à l'envers, on l'entend dire à mon père « Regarde, Philippe, elle a mis son pantalon à l'envers !» Voilà. Pour un rôle de nain, c'est pas n'importe quoi. Pas mal, Ludwig, pas mal. C'est du coup une bonne menteuse, ta mère, en fait, hein, on peut le dire. Alors, j'aimerais t'interroger un petit peu sur tes inspirations professionnelles. Est-ce que tu as eu des mentors ou est-ce que tu as eu des artistes qui t'ont tellement influencé qui ressortent maintenant dans ton enseignement des claquettes ou du chant? Au niveau de l'enseignement, et particulièrement dans l'enseignement du français, mais pas seulement, j'avoue que je suis beaucoup les préceptes un peu de Daniel Pénac, un écrivain français qui a beaucoup écrit sur l'enseignement, qui était un ancien cancre devenu un des plus grands écrivains d'aujourd'hui, je pense. Et c'est basé sur la bienveillance et l'amour de la lecture, l'amour de plein de choses et la bienveillance envers ses élèves. Et puis pour le côté artistique, j'avoue que la façon d'être qu'a Mathieu Chédid d'être sur scène, donc M, toujours très bienveillant, très dans le partage et un peu la diffusion de l'amour. Ouais. Je trouve que c'est un bel état d'esprit. Il paraît qu'il t'a fait monter sur scène une fois. Est-ce que tu veux raconter un petit peu comment ça s'est passé? C'était une belle expérience. C'était un concert d'improvisation et il a fait monter une jeune fille qui a dansé, un jeune garçon qui a fait le chef d'orchestre. Et au moment, il a demandé est-ce que quelqu'un fait du chant? J'ai levé la main. Il a dit lyrique. J'ai baissé la main. Ça l'a un peu fait rire. Il m'a remarqué. Et fort heureusement pour moi, dans la salle, personne ne faisait du chant lyrique. Et du coup, il s'est tourné vers moi et je suis montée sur scène et j'ai improvisé au chant sur scène pendant qu'il improvisait à la guitare. Et c'était une très, 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 très belle expérience. Super souvenir à partager. Juste une dernière chose. Allez, tu as une espèce de carrière de professeur qui s'ouvre devant toi. Est-ce que la musique, finalement, c'est pas quelque chose que tu aimerais se mettre à tes élèves? Est-ce que tu n'aimerais pas les amener à la langue française au travers de la musique dans ton enseignement? Bien sûr, parce que pour moi, une langue ne se détache pas de tout son patrimoine artistique. Et c'est une langue, comme toutes les autres langues, qui, à travers de l'art, peut être très, très musicale. Je pense juste aux alexandrins de Racine ou aux paroles de chansons de certains paroliers français qui peuvent mettre la langue en valeur. C'est une très belle façon de décrire notre jolie langue. Alors, maintenant, on va un petit peu plus parler de ta claque. Julia, tu es venue nous parler d'un film qui t'a bouleversé quand tu étais enfant. Mais avant toute chose, on va écouter notre petit extrait. C'est parti. Alors n'espère pas
devenir mon amant. Tu mens lorsque tu parles de tes sentiments. Reprends ta liberté de fille en liaison. Tu trouveras l'amour pour le prix d'un vison. Et puis tu m'oublieras. Pourquoi tout compliquer quand tout est si facile? Ton œil s'allumera au battement de cils. S'il te plaît d'une fille à la voix de velours qui prendra ton argent en te parlant d'amour. Pardonne ma franchise et ma sincérité. Quant au cœur, si tu veux, mettons-le de côté. Évitons les amours aux lentes agonies et disons gentiment, toi et moi, c'est fini. Vous aurez sans doute reconnu Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Alors Julia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce film, s'il te plaît? Ce film, c'est un film qui a un peu façonné toute la façon dont je vois la vie et la façon dont je suis aujourd'hui par rapport artistiquement et puis faire plein d'autres choses. C'est un film que j'ai vu quand j'étais vraiment enfant. À quel âge? Oh, je m'en souviens même plus. C'est probablement un des premiers films que j'ai vu. Ma maman mettait ça le matin. Donc un de ses premiers souvenirs qu'on se construit vers 4-5 ans, c'est ça? Exactement, oui. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, nous parler de l'intrigue de ce film, s'il te plaît? Oui, Les Demoiselles de Rochefort. Donc dans la ville de Rochefort, l'histoire est centrée autour de deux sœurs, Solange et Delphine. L'une danse, l'autre chante, l'autre seule fille. Et ce sont des histoires d'amour croisé autour de ces deux personnages, leur mère, des forains qui arrivent en ville. Et c'est l'histoire d'amour croisé de ces deux jeunes filles qui sont pleines d'idéaux et qui recherchent le grand amour, entre autres. La mère de ces jeunes filles qui a perdu, elle, le grand amour, mais qui cherche à le retrouver désespérément. Donc ce sont vraiment plein d'histoires d'amour croisé, mais qui s'inscrivent dans un décor de quotidien, dans un décor de vie réelle, où on ne renie pas le réel et tout ce qu'il peut avoir de sordide ou de tragique, puisqu'il y a beaucoup de scènes autour du militaria, puisque Rochefort est une ville militaire. Et puis il y a un passage qui parle d'un fait divers assez tragique et sordide aussi. Évoqué avec légèreté, mais qui n'en reste pas moins cruel. Est-ce qu'il y a une de ces intrigues ou un de ces personnages auxquels tu es le plus attaché? J'aime beaucoup le personnage de Solange, donc une des deux jumelles, jouée par Françoise d'Orléac. C'est la rousse ou la blonde? C'est la rousse. La musicienne. Hein. La musicienne, celle qui solfie, qui rencontre Gene Kelly. Donc Gene Kelly, acteur phare de l'âge d'or des comédies musicales, qu'on peut voir dans Chantons sous la pluie ou Un Américain à Paris. Et elle rencontre donc Gene Kelly dans la rue et c'est le coup de foudre. Et j'aime beaucoup cette scène de coup de foudre où elle rentre après à l'appartement et dit à sa sœur « J'ai rencontré l'homme de ma vie, où ça? Dans la rue, raconte ». Et ça part sur une chanson et c'est une très belle chanson. Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est vraiment le stéréotype de la scène de rencontre amoureuse avec les papiers qui tombent et les mains qui se touchent et les regards qui se croisent. C'est très très beau. On va parler un petit peu plus du côté technique du film. Est-ce que tu aurais 2-3 anecdotes à nous raconter sur justement comment il a été produit, comment il a été réalisé? Je sais que le film a été tourné à la fois en anglais et en français. Oui. La plupart des acteurs ont été doublés, comme dans beaucoup de films de Jacques Demy. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, alors en fait, donc c'est un film franco-américain avec des acteurs français. Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, Daniel Darieux, Michel Piccoli, Jacques Perrin, etc. Un sacré casting. Un sacré casting, mais aussi des acteurs américains comme George Chakiris, qu'on peut voir dans West Side Story, et aussi Gene Kelly, donc comme je l'ai dit précédemment. Pour les chansons, en fait, presque tous les acteurs ont été doublés, puisqu'ils ne chantent pas dans le film. Même Gene Kelly, on pourrait s'attendre à l'entendre chanter, mais il n'a pas eu le temps d'apprendre en fait, le texte en français, dû à un emploi du temps assez chargé. Et finalement, il est aussi doublé. Il n'y a que Daniel Darieux qui joue la mère des jumelles, qui chante, qui prête sa propre voix au chant. Et du coup, moi, une anecdote sur le tournage que j'aime beaucoup, c'est Rochefort. Ça a été donc tourné à Rochefort. Et Rochefort est une ville militaire assez laide, en fait. C'est une ville qui n'est vraiment pas très, très jolie, qui est très carrée, très, très froide, mais c'est une ville militaire, c'est une ville de caserne.
Et donc Jacques Demy, pour le tournage, a fait repeindre je ne sais combien de mètres carrés de façades et de volets avec des couleurs très vives. Et c'est ce qui donne cette atmosphère si particulière au film et qui donne ces décors absolument magnifiques. Oui, il y a un usage de la couleur dans le film qui est assez particulier. C'est très coloré, c'est très bleu, c'est rose, c'est jaune. Enfin, pour toi, le code couleur, il est vraiment important ou c'est un parti pris esthétique ou il y a un petit message caché, il y a des significations à chercher derrière? Pas à chaque fois. Je pense qu'il y a certaines significations. Il y a certaines fois où le code couleur est juste... il y a des passages, c'est un hommage. La robe rouge des jumelles dans la scène de la kermesse, c'est un hommage aux hommes préfèrent les blondes, le film avec Marilyn Monroe. Après, on a, c'est vrai, un usage des couleurs très vives et pastel. Et c'est assez intéressant. Moi, je trouve l'interprétation peut être importante sur les costumes masculins, puisque dans le film, tous les hommes portent des costumes avec des couleurs très douces, très pastel, et qui donnent une image, une masculinité pas viriliste. Et la seule personne qui a des couleurs très sombres et un costume bordeaux... c'est Guillaume. C'est Guillaume, c'est le galeriste qui est un personnage assez sinistre que Catherine Deneuve donc, va quitter au début du film. C'est l'extrait qu'on a entendu. C'est probablement une des meilleures scènes de rupture du cinéma, je pense. Mais voilà. Ici, sur la claque, nous, on aime bien le principe de la mise en abîme. Et dans le film, le compositeur... des Demoiselles est explicitement cité. Est-ce que la musique de Michel Legrand, c'est quelque chose qui t'a profondément impacté? Ah oui, énormément. Beaucoup, c'est quelque chose... C'est Michel Legrand, donc compositeur de jazz, qui a une grande carrière aux États-Unis, joué avec des musiciens comme Miles Davis ou des grands noms comme ça. Et il est très connu pour avoir fait les musiques des films de Jacques Demy, entre autres. Et sa musique, pour moi, est tellement riche. C'est une musique qui est très riche. Le spectre musical est très, très riche. Il y a beaucoup de choses dans la musique de Michel Legrand. Et je la trouve très, 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 très belle, très, très riche. Et avec parfois une touche de mélancolie, mais il y a toujours quelque chose de très joyeux et de très, très enlevé qui me touche énormément. Et là-dessus se calquent des chorégraphies magnifiques. C'est vrai qu'il y a des talents de danseurs encore plus, puisque les acteurs sont doublés, mais il y a vraiment des talents de danseurs là. Tu me disais que Gilles Kelly, il a improvisé en fait toutes ces scènes de danse. C'est assez génial. Je vais prendre un petit peu des réactions autour de la table. À commencer par toi, Jordan. Est-ce que tu es inspiré pour me parler des Demoiselles et de ton ressenti sur le film? Oui, bien sûr. C'est un film que j'adore. C'est un film hypnotisant, comme quasiment toute l'œuvre de Jacques Demy, qui est très aidé par, évidemment, la composition de Michel Legrand. Ces leitmotifs qui reviennent, cette petite musique douce des Demoiselles de Rochefort. Et on peut se dire que même la musique des Demoiselles, c'est à chaque fois, ça représente le personnage. C'est comme, par exemple, on a la musique des deux loupards, je ne me rappelle plus leur nom dans le film, des personnages. Les deux forains. Les forains. Les forains, pardon. Gilles et Étienne. Les forains, pardon. J'ai dit loupards, mais bon, évidemment, on comprenait forains. Oui, ces espèces de thèmes musicaux qui reviennent autour du film, j'aime qu'il y ait dans une comédie musicale des thèmes musicaux qui collent à des personnages. Sinon, à part ça, dans le film, ce que j'aime aussi, c'est que la mise en scène prend son temps. Elle prend son temps. On n'a pas des tonnes de plans, on a souvent des longs plans séquences. Avec des jolis mouvements de caméra très travaillés. Exactement, des travelling latéraux, la profondeur... les plongées aussi également. Ça, c'est quelque chose de nos jours. Les comédies musicales de nos jours, c'est découpé à la hache, ça va vite. C'est à la limite de la persistance rétinienne. Alors voir un film de Jacques Demy, ça fait réellement du bien de nos jours. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire un petit peu que le film s'inscrit dans le panthéon des meilleures comédies musicales de tous les temps? Est-ce qu'on oserait le dire? Bon, moi, je dirais même que Jacques Demy, c'est le réalisateur de la comédie musicale française, quoi. Ça a inspiré, par exemple, on va en parler tout à l'heure, mais La La Land, c'est absolument... c'est le maître. D'accord. Ludwig? Ouais, alors Jordan, tu considères Jacques Demy comme un panthéon du comédie musicale, mais as-tu vu Parking? Je l'ai vu avec Francis Huster. Alors, je ne dis pas qu'il a fait... tous ses films sont forcément bons,
Quoi qu'ils sont discutables, hein, parce qu'on s'en rappelle de Parking. Hein. Tu viens de le lancer sur quelque chose, là, ça va durer longtemps. Ah non. Allez, très brièvement sur Parking, Jordan. Oui, Parking, c'est ce film des années 80, donc un des derniers films de Jacques Demy, si je dis pas de bêtises, qui s'inspire de John Lennon et du groupe de son groupe, le Yoko Ono Band, avec un... Vas-y, continue. Avec Jean Marais en diable, je me rappelle plus exactement de l'histoire. C'est surtout une adaptation d'Orphée. Voilà, c'est ça. Et justement, c'est que son groupe, ça rappelle justement l'Orphée. Et en fait, l'enfer, c'est dans un parking et tout est filmé en bleu. Il y a juste une couleur rouge qui ressort. Mais le truc, c'est juste voir Francis Huster avec un bandeau chanter mal. J'ai dit bon, ok, ça se voit que Jacques Demy était dans sa fin de carrière, c'était pas c'était un Jacques Demy. C'était pas un Jacques entier. Il fallait la faire. Merci. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu du film, toi, Ludwig? Tiens, tant qu'on t'a là au bout du micro. De Parking ou du Non, Demoiselle de Rochefort, s'il te plaît. Retournons dans le sujet. Là. Alors retournons au bon goût. Alors oui, Demoiselle de Rochefort, déjà au niveau des couleurs, c'est incroyable comment c'est doux, c'est pétillant, notamment avec le bleu et l'orange. Toujours assorti les couleurs d'ailleurs. Ouais, voilà. Justement, quand on voit des forains, c'est que ça renvoie à la couleur des robes des Demoiselles de Rochefort. Et je dis, mais c'est fou, quoi. Il y a un soin accordé à tout ça. Puis aussi en termes de mouvement de caméra, pareil, comme dit Jordan, que ça prend son temps, c'est vraiment rythmé. Tu vois. On a d'abord fait la musique et on a calqué la mise en scène dessus. Ouais, avec des super chorégraphies, je le redis. Benjamin, ton avis sur le film? Alors, un peu pas plus tranché, mais un peu moins enthousiaste, je suis désolé. J'ai eu un peu du mal au début. Pendant la première heure. Je l'ai découvert il y a quelques semaines quand je l'ai regardé. D'accord. Alors c'est parce qu'il faut savoir que je suis vraiment pas fan des comédies musicales. Donc du coup, ça aide pas pour encenser ce genre de film. Donc je dis pas qu'il est mauvais, hein. Range tes crocs. Attention, vous voyez, Julia a fait les gros yeux à Benjamin sur le plateau. On a une batte de baseball si besoin. Là. Non, s'il vous plaît. Non, il est pas mauvais, loin de là. C'est vraiment le début, j'ai eu du mal. La première heure, je trouve, ce que je reproche à toutes les comédies musicales, c'est que ça chante un peu pour pas grand chose. Après, toute la mise en scène dont on a parlé, évidemment, je le reconnais, c'est très bien fait. Et le film dont je vais parler plus tard s'en inspire. Et quand j'ai vu les Demoiselles de Rochefort, du coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est totalement évident. Par contre, dès qu'il y a Andy Miller qui arrive, donc Andy Miller c'est le nom du personnage, hein, c'est pas le nom de... C'est Gene Kelly. Mais le personnage, c'est Andy Miller, c'est ça. Dès qu'il y a Andy Miller qui arrive, là, tout de suite, déjà j'ai adoré sa scène, quand il récupère la partition et qu'il chante du coup son amour par rapport à la partition que la rouquine, j'ai plus son nom, désolé. Solange, merci, j'ai un peu du mal aujourd'hui, a écrit. Là, j'ai trouvé cette scène vraiment très bien, et après tout le reste du film, j'ai adhéré, j'ai accroché, j'avais juste envie de voir... on savait où ça allait et j'avais envie de voir justement toutes les histoires se mener à bien, et ça me frustrait un peu dans le bon sens du terme de les voir tous un peu se tourner autour sans vraiment se trouver. T'as envie de te dire mais il est là, bouge-toi le cul, il est juste derrière cette porte, t'ouvres la porte, t'y vas et c'est fini. C'est le principe du film, oui, les amours contrariés, voilà. Là, et ça marche très très bien. Et c'est pour ça que ça a très bien marché sur moi, mais le début c'était vraiment un diesel, et après j'ai fait ouais, en fait je m'attendais à pas trop aimer, et finalement j'ai passé un très bon moment et je regrette pas du tout, au contraire. Ah oui, super moment. Il a vraiment une aura, Gene Kelly, qui est assez extraordinaire. Je le trouve assez génialissime. Je sais pas, vous autour de la table, si vous l'avez vu dans d'autres films. Oui. Merci. On peut peut-être en citer quelques-uns. Évidemment, quand on pense à Gene Kelly et qu'on pense à la France, on pense à Un Américain à Paris. Bien sûr. Qui est un film qui a beaucoup influencé Jacques Demy également, ne serait-ce que pour son côté pastel merveilleux de la France, qui n'est pas forcément ce qu'on a, nous, la vision qu'on a de notre propre pays. Ouais. Bon, on va enchaîner avec... Je voulais juste dire, on n'en a pas parlé, la scène en poésie au niveau du repas. Oui. Très très bonne. Oui, en fait, Jacques Demy a écrit la plupart des dialogues et les paroles des chansons en alexandrin, ce qui a posé beaucoup de problèmes à Michel Legrand pour baser la composition là-dessus. Et finalement, la scène du repas, c'est une scène du coup qui reste où tout est dit en alexandrin. Et du coup, c'est une scène, on le remarque pas souvent tout de suite, et on a toujours un petit moment de latence. On dit mais c'est étrange, les dialogues sont un peu étranges, et on comprend ensuite que c'est en alexandrin. J'ai beaucoup aimé. On peut dire que Jacques Demy ne fait pas les choses à moitié. Merci Benjamin. Merci Benjamin.
Super phrase de conclusion sur les Demoiselles de Rochefort. Et justement, on va enchaîner sur ta claque, puisque tu es venu nous parler d'un sacré film. Mais avant toute chose, petit extrait. Who knows where it will lead us? And that's why they need us. So bring on the rebels, the ripples from pebbles, the painters and poets and plays. And here's to the fools who dream, crazy as they may seem. Here's to the hearts that break. Here's to the mess we make. Alors Benjamin, on t'écoute sur ce film La La Land. Dis-nous en plus. Alors, La La Land, j'ai découvert ce film-là, j'imagine, comme tout le monde autour de la table au cinéma. Oui. Il a fait pas mal de bruit à sa sortie. Et donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'aime pas les comédies musicales, ça chante généralement pour pas grand-chose. La personne fait à manger, il commence à découper ses carottes, et après il commence à chanter. C'est... Tu as une comédie musicale en tête là qui te vient dans le style que tu n'aimes pas? Alors, j'ai pas spécialement d'idée en tête, mais là, par exemple, je prendrais tous les films Disney où ça chante souvent pour rien, et comme j'ai pas été bercé avec ça, forcément, ça m'a pas touché. Même Aladdin. Tristesse. Attends un peu de voir La Reine des Neiges 2, parce que là, ça rejoint totalement ton cliché que ça chante pour tout et pour rien. Allez, premier petit coup de sel de Ludwig. Allez, c'est parti. Benjamin, on Mais t'écoute. donc, du coup, voilà, donc je suis allé voir ce film, en fait... Je voulais pas dézinguer le film tout de suite et je me suis dit t'es curieux, c'est nouveau pour toi, tu connais pas, et puis il y a Emma Stone forcément, donc c'est un bon choix. Un amoureux d'Emma Stone sur la table? Ah mais beaucoup d'amoureux d'Emma Stone. Oui, autour de la table, non. j'imagine. Je suis complètement stone d'Emma. Voilà. Merci. Ludwig ne s'arrête plus. Hein. Le sniper. Et donc du coup, j'ai été agréablement surpris, même si la première musique j'ai un peu soufflé du nez parce que ça tombe sans rien dire, mais c'est un peu pour planter le décor, pour dire tu viens voir une comédie musicale, voilà ce que tu vas avoir, faut y faire. Et accessoirement cette scène elle est juste grandiose. C'est que des plans séquences sur les chorégraphies, voilà. Donc elle rappelle quelque chose d'ailleurs cette scène d'introduction. Elle, du coup, justement, elle rappelle pas mal les Demoiselles de Rochefort. Et j'ai ressenti, juste pour un petit retour sur les Demoiselles, j'ai ressenti beaucoup dans la scène de Gene Kelly, justement. Là, je me suis dit, ah oui, ça m'a fait vachement penser à La La Land. On le suit en train de chanter, il danse, il prend les gens à partie, etc. Donc, du coup, La La Land fait beaucoup penser aux Demoiselles de Rochefort, hein, bien sûr, puisque c'est le contraire. Mais voilà, c'est un très très bon film. J'aime bien l'alchimie entre Emma Stone et Ryan Gosling. Le non-jeu de Ryan Gosling marche très bien sur ce film. Emma Stone chante magnifiquement bien, les musiques sont très bonnes. Là, si je continue de parler, je pars un peu partout. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Tu avais vu d'autres films de Damien Chazelle avant? Non, par contre j'ai regardé Whiplash juste après. Ah oui. Et pareil quoi, J.K. Simmons, grandiose. L'acteur principal, j'ai plus son prénom, pareil. Et ce dont traite le film et la façon dont c'est fait, c'est... la relation à l'art, ouais, je te rejoins. Whiplash, il me manque Apollo. Vraie claque. First Man. First Man, qui est pas mal aussi. Pourquoi avec Apollo, Ryan je sais Gosling. Le film, c'est donc on l'a dit, un bel hommage aux Demoiselles de Rochefort et aux comédies musicales, mais il y a plein de références en fait dans La La Land. Il y en a qui t'ont sauté aux yeux quand t'as vu le film, ou c'est après en te renseignant tu t'es dit ah mais oui c'est vrai il y a ça qui fait penser à tel film. Alors, de référence de film, là, de mémoire, j'en ai pas. Par contre, oui, il y a aussi le même code couleur pour les vêtements, le même code couleur. Un code couleur où on voit justement les personnages sont traités par rapport aux couleurs qu'ils portent sur leurs vêtements, par rapport à l'ambiance générale, à la colorimétrie suivant les saisons. Oui. Mais j'ai surtout remarqué que Damien Chazelle a essayé de faire cohabiter l'autre monde contemporain à nous, donc les années 2010-2020, et les années 60, dans lesquelles sont toujours un peu perdus, du coup, Emma Stone dans sa carrière d'actrice de cette époque-là. Mais on est carrément dans la nostalgie d'une époque, surtout avec Ryan Gosling et son amour du jazz. Ouais, c'est sûr. Mais je trouvais que donc eux sont dans leur univers, mais il y a beaucoup de lieux qui transpirent aussi ces années 60. Et la combinaison des deux marche très très bien. On le remarque, mais c'est pas choquant, c'est pas dérangeant. Et c'était une très très bonne chose. Ça faisait du bien de voir un peu de nouveauté à ce niveau-là. Ouais. Tu aimes l'esthétique des années 60 justement?
Quelque chose qui te parle ou... Pas spécialement fan, mais je trouve ça très sympa. Ouais. Et justement, pour Les Demoiselles de Rochefort, visuellement, c'était beau, oui. Super, super. Et si tu devais choisir une saison parmi celles qui fragmentent le film, tu choisirais laquelle? Alors, j'y avais pas trop réfléchi, mais alors attends, parce que du coup ça commence avec hiver, ça termine avec hiver, c'est ça? C'est ça, ouais. Eh ben, je dirais, je pense que c'est le printemps, le moment où Mia et Sébastien commencent un peu à se tourner autour. Ouais. J'aime beaucoup le jeu de Ryan Gosling, un peu nonchalant. Naïf. Voilà, puis il a sa petite barrière qu'il a pas envie de briser, mais t'as Mia qui commence à rentrer par les fissures, et puis elle qui commence à le regarder en faisant « Ah, c'est moi que tu regardes », et puis elle commence à... Ah, pendant la fête. Voilà, pendant la fête. Puis, très jolie scène. c'est toute la scène de la fête est magnifique, la chorégraphie, les mouvements de caméra quand elle tombe dans l'eau. Là, j'étais au cinéma, j'ai fait oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est un plan qui est très référencé par rapport à un autre film aussi. Lequel? Boogie Night, je crois. Oui. Eh ben, je vais le regarder ce soir. On vous invite, on postera une petite vidéo sur le site de la claque, justement sur les références de La La Land, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la découverte de cette œuvre. Benjamin, le contexte dans lequel tu as découvert l'œuvre, tu y es allé tout seul ou tu y es allé en Non, couple? j'y suis allé avec ma conjointe. Et si tu nous écoutes. Elle, pareil. Elle pensait pas ne pas aimer le film au début parce qu'elle adore les Disney. Elle, quand ça chante, elle est contente. D'accord, donc elle est comédie musicale, toi tu es anti-comédie musicale. Voilà, elle est pas spécialement comédie musicale, mais elle est pas anti-comédie musicale, ça c'est sûr. Mais par contre, elle s'attendait à rien. Elle a dit bon, ok, je viens le voir parce que ça a l'air d'être un grand film et ça a l'air de devenir un grand film. Puisqu'on rappelle, au cinéma, il est sorti depuis 2-3 jours, même pas, quoi. Et la même claque, quoi. Elle a vu le film, elle l'a fini, elle a fait c'est un des meilleurs films que j'ai pu voir. Et quand j'ai dû le revoir pour l'émission, du coup quand je lui ai dit faut que je revoie La La Land, elle était dans le canapé direct, elle attendait. Vas-y, tu mets le film, qu'est-ce que t'attends? Et les BO, les musiques, vous les avez réécoutées derrière, j'imagine. Ah oui, moi je les ai réécoutées très souvent. J'avais les 2 albums, j'avais suivi des musiques chantées et les musiques un peu plus en arrière-plan. Instrumentale, voilà. D'accord. Et oui, je les ai même réécoutés du coup pour l'émission, pour écrire mes notes pour aujourd'hui, et c'était très inspirant. Bon, je te pose la question. The question, VO ou VF? Je ne sais pas ce que vaut la VF, donc je vais dire VO. Tu l'as vu en VO? Je l'ai vu en VO aussi, d'accord. parce que je pensais qu'ils allaient faire l'affront de faire les doublages des chants en français, ce qui n'est pas le cas. C'est assez rare. Mais voilà, je me suis dit au cas où, tente-le en VO, parce que si c'est pour voir une comédie musicale pas dans la langue d'origine, avec la qualité des doublages qu'on peut avoir aujourd'hui, ça serait un peu dommage. C'est sûr. Allez, je vais prendre quelques réactions autour de la table en commençant par Julia. Julia, est-ce que tu as aimé le film? Oui, et en même temps, c'est un film que j'ai adoré, mais j'ai pourtant un avis assez partagé dessus, puisque donc, je suis une amoureuse des comédies musicales de l'âge d'or, donc, où le principe, c'est qu'on prend des danseurs et des chanteurs et on leur demande de jouer aussi la comédie. Et en fait, dans La La Land, c'est un peu l'inverse. On prend des très bons acteurs et on leur demande de danser et de chanter. Alors autant pour le chant, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Je trouve que les performances chantées, surtout Emma Stone, l'extrait qu'on a entendu, sont très chouettes. Mais autant pour la danse, et là, surtout Ryan Gosling... j'ai eu beaucoup de mal. Autant la scène d'ouverture, j'ai été complètement éblouie. C'était absolument merveilleux. Et puis une scène que j'aime beaucoup, pourtant la scène de la chanson Lovely Night, quand Ryan Gosling se met à faire des claquettes. C'était terrible. Pour moi, je regardais ça et puis je voyais en arrière-plan Gene Kelly et je voyais les pas qui étaient les sources d'inspiration de la chorégraphie et je disais mais c'est pas possible. Fred Astaire en PLS. Mais voilà, c'est ça. Pour défendre Ryan Gosling, notons que quand même il a appris à chanter, il a appris à danser un minimum, il a appris à jouer du piano aussi puisque c'est lui qui joue du piano dans La La Land, hein, il n'est pas doublé. On pense au début qu'il est doublé puis après on a pas mal de transitions de ses mains à son visage. J'avais lu que pendant toute une période il faisait 8 heures de piano par jour. Mais c'est quand même pas mal. C'est surtout alors à juste titre, hein, je vois la scène dans laquelle tu parles et quand il commence à sauter avec ses claquettes, on a l'impression qu'il se casse un peu la figure. Mais après, voilà, comme dit Mathieu, il a fait beaucoup de choses pour le film, pour prendre le rôle. Et si on aurait mis un danseur plus qu'un acteur, je pense que ça aurait empathie sur toute la durée du film. Alors que là, justement, c'est peut-être une scène qui peut choquer certaines personnes. Il y a d'autres choses qui ont dû choquer d'autres personnes aussi. Mais dans la globalité... Oui, je trouve qu'il en sort plutôt bien très sûr, mais c'est vraiment c'est un petit détail, c'est le petit détail qui m'a gêné par rapport à ma vision
Enfin, Puis par rapport à mon tes connaissances attente aussi. et mes connaissances. Parce que moi, j'y connais rien en claquettes. Des comédies musicales. Et puis c'est vrai qu'en voyant le film, je voyais vraiment toutes les références. Et c'était très agréable, en fait, de voir tous les clins d'œil, parce qu'il y en a, mais des dizaines et des dizaines. Pardon, vas-y, finis. Chantons sous la pluie, Un Américain à Paris, Funny Face... un moyen métrage de Albert Lamoris relativement inconnu au Bataillon, enfin vraiment plein de choses qui sont citées, et puis le propos du film sur le jazz aussi, je l'ai trouvé très intéressant. Oui, parce qu'on ressent l'amour qu'a Damien Chazelle pour la musique et pour le cinéma de manière générale. Donc, oui, rappelons que Damien Chazelle est issu du milieu de la musique, hein. Il était batteur, même si je ne dis pas de bêtises. D'où Whiplash en fait. Ouais, voilà. Allez, Ludwig, petite réaction sur le film. Ce film est un peu déprimé parce qu'en fait c'est juste au niveau de l'histoire, les personnages ce qui traversent. On n'a pas résumé l'histoire. Sébastien qui lui veut faire revivre le jazz, mais tout le monde lui dit non mais mec, le jazz c'est mort, tu veux faire revivre quelque chose que tout le monde n'aime plus quoi. Donc il est obligé de faire des choses qu'il déteste pour y arriver. D'un autre côté t'as le personnage d'Emma Stone qui veut monter une pièce de théâtre mais que tout le monde s'en fiche et tout le monde s'en fiche. Et là tu dis ça fait un petit peu écho au parcours de chacun. Ils se confrontent à leurs propres rêves, ils se rendent compte que c'est pas si facile que ce qu'ils pouvaient se laisser entendre chacun de leur côté. Ouais. Évidemment. Ouais. Ce qui est assez marrant, c'est que quand même après le film, il y a eu un petit regain d'intérêt pour le jazz et la musique jazz. Moi, quand je sortais dans les bars, etc., il y avait souvent beaucoup plus de jazz qui passait, avec bien sûr les musiques de La La Land, mais d'autres grands classiques qui ont inspiré l'œuvre. Ouais. Toi, outre la musique, la réalisation, t'en as pensé quoi de Damien Chazelle ? C'est incroyable, enfin, c'est tous les plans séquences, puis celle où se passe justement une soirée, notamment dans la piscine, caméra qui saute dans la piscine, qui fait plusieurs tours. Mais cette scène-là, elle est magnifique. J'imagine le chef opérateur, celui qui opère la caméra, dit bon allez, tu sautes dans l'eau. Et le rythme du film, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est incroyable, je m'en souviens aussi, surtout il y avait un making-of où il y avait justement la scène où on s'alternait entre Emma Stone qui dansait et Ryan Gosling qui jouait. Il se tape sur l'épaule pour savoir quand il faut tourner dans le bar. C'est vraiment le réalisateur, c'est le chef d'orchestre. Ouais. Jordan, ton impression sur le film ? Je meurs d'amour pour ce film, donc c'est assez difficile d'exprimer quoi. Mais à part ça, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film qu'on n'a pas mentionné ? Ce côté fascination de la France de la part des États-Unis. Vous savez, quand on a cette scène quasiment finale, en fait, où Emma Stone s'imagine... Tout l'épilogue. Voilà, l'épilogue. Danser dans tous les décors. Il commence à danser dans ces espèces de décors parisiens en papier mâché. On a l'impression que c'est une maquette d'une boule à neige ou je ne sais quoi. Totalement... à la fois magnifique, mais à la fois on sait que c'est un peu fake, on sait que c'est un pari idéalisé en quelque sorte, et qu'on retrouve dans les comédies musicales de l'âge d'or également. Le pari Pardon, vas-y. Dans tous les films américains de cette époque-là, effectivement, il y a cette image de Paris, on va à Paris pour réussir, et c'est très marrant que des gens qui habitent à Los Angeles aillent à Paris pour réussir. Pour nous, Français contemporains, c'est quelque chose qui nous paraît un petit peu aberrant. Mais les pigeons, ils aiment les pigeons, peut-être. Ouais, peut-être. Julia. Le décor en papier mâché, un peu, c'est encore une référence à Un Américain à Paris, puisque la dernière scène, la scène finale, est uniquement un grand numéro musical sur un morceau de Gershwin, comme là le numéro musical de l'épilogue, où Gene Kelly, lui, est aussi dans un Paris en papier mâché, dans un décor qui est peint à l'aquarelle. Ouais. Donc c'est vraiment... Et Damien Chazelle, si je dis pas de bêtises, il est d'origine française, il parle français. Ouais, je sais pas si vous le saviez, peut-être que c'est aussi un petit retour à ses racines, une petite déclaration d'amour à notre pays, à nous. D'autres choses à ajouter sur La La Land ? Moi, je vais juste dire, du coup, j'ai revu donc, le film comme tout le monde pour l'émission, et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit que ça me manquait de voir des films un peu comme ça qui te prennent à revers, où tu vas convaincu de quelque chose. En fait, il arrive vraiment à te prendre, à te convaincre, à te retourner, à te dire non, je vais t'offrir quelque chose qui va te marquer, qui va te plaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce film-là, c'est ma claque, c'est qu'il m'a vraiment retourné le cerveau. Et ça reste maintenant aujourd'hui un de mes films préférés, tout film confondu, alors qu'il partait de tellement loin. C'est une comédie musicale, je déteste quand ça chante dans les films, donc faut vraiment voir. On comprend comme ça tout le travail qu'il a mis, toute l'implication qu'il a mis, on ressent vraiment l'amour
du cinéma que Damien Chazelle a, l'amour de la musique, de toutes les références qu'il nous a données. Et puis Emma Stone, hein, les gars, et les filles aussi, bien sûr. Hein, tout le monde. Emma Stone, on conclura sur Emma Stone. Allez, je vous propose maintenant de marquer une petite pause musicale avec un morceau des Who qui s'appelle Go to the Mirror. C'est parti, on l'écoute. Seems to be completely unreceptive. The tests I gave him showed no sense at all. His eyes react to light, the dials detected. But he suddenly can hear and speak and see. His eyes can see, his ears can hear, his lips speak. All the time the needle is flicking dry. No machine can give the kind of stimulation needed to remove his inner blood. I often wonder what it is he's feeling. Has he ever heard a word I've said? Look at him now in the mirror dreaming. What is happening in his head? What is happening in his head? I wish I knew. I wish I knew. Vous êtes bien sur Radio Campus en compagnie de l'équipe de La Claque ainsi que de Julia Baldi, étudiante en FLE à l'université Paul Valéry et professeure de chant et de claquettes au sein de l'association ARPAC. Je vous propose maintenant notre petit moment claque ou pas claque spécial comédie musicale. C'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Moi aussi j'ai posé la même question et tu sais ce qu'on m'a répondu ? Demande pas. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con ? Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ? Ouais, non, je sais pas. Oh, non, c'est con. Alors, claque ou pas claque, je vous rappelle le concept, je vous cite des œuvres et vous me dites si pour vous c'était une claque ou non. Mais du coup, désolé, je t'interromps. C'est la comédie musicale, donc est-ce que tu peux nous faire en chanson ? Écoute, on va essayer. Je vais faire ça sous le contrôle de ma prof de chant. Hein L'étrange Noël de Monsieur Jack. Est-ce que c'est une claque, Julia ? C'est un bon moment, mais c'est pas une claque. C'est pas une claque. Ludwig ? Pour moi, si, ça l'est. Super claque. Pas une claque non plus. Pas une claque, Jordan. Je l'ai pas vu et comme je suis pas fan de Tim Burton, je ne compte pas le voir. Benjamin qui n'a pas vu un film, c'est très surprenant, étonnant, ça. dis donc. Ah ouais. Hein, on n'a pas Chantons l'habitude. sous la pluie, Julia. Bien sûr, c'est une claque. C'est une claque, enfin, c'est devenu culte. I'm singing in the rain. Je prends ça pour un oui, Jordan. Allez, Benjamin. J'ai dû le voir pour un cours de cinéma, il devait être très bien, mais je m'en souviens pas, c'est bien, désolé. Ça sera tes devoirs à faire, ça. West Side Story. Oui, grosse claque. Ludwig. Pour l'avoir étudié en cours d'anglais au lycée, oui, c'est une claque, mais par contre, je prendrai du temps avant de le revoir. Non, je l'ai eu aussi en cours d'anglais, mais au collège, moi. Jordan. Ah ouais, la bonne grosse claque aussi. Hein. Allez, Benjamin. Non. Pas claque, Benjamin. Désolé. The Rocky Horror Picture Show. Julia. Voilà, oui, très étrange ce film, et vraiment une sacrée claque parce que ça change des comédies musicales dont on a l'habitude. C'est vrai. Oui, ça, c'est une claque.
Ouais, c'est une claque même pour le contexte. Les gens qui vont le voir dans le cinéma pour se jeter de la nourriture, c'est magnifique. Et ben pour moi, je l'ai pas vu en fait. Non, je vais pas commencer à mentir. Ok, Benjamin, un plus sur ta liste. Chicago, Julia. Ah, bien sûr, une sacrée claque. Surtout, c'est un film inspiré d'une comédie musicale de Bob Fosse, qui pour moi est un des plus grands chorégraphes. Donc oui. Ludwig. Bon, allez, Benjamin, je te soutiens, je ne l'ai pas vu. Ouh, Jordan. Ah, j'avoue, j'ai honte, mais je l'ai pas vu. Et à chaque fois, je me dis, mince, Chicago, il faut que je le voie. Attendez, vous l'avez pas vu? Est-ce que Parce Benjamin que moi l'a non vu? plus. Ah, c'est chaud. C'est chaud autour de la table. Là. Bon, attendez. Un Américain à Paris. Julien. Oui, 1000 fois oui. Ludwig. Gershwin. Ouais, pour moi, c'est pas une claque. Ah. Désolé. Jordan. Ah, moi, j'adore aussi Gene Kelly, ce pari que j'aimerais qu'il existe, en fait, que ce pari existe. C'est définitivement pas un thème pour moi, je pense. Attends, j'en ai peut-être un pour toi. On part dans le sens Tenacious D. Ah pardon, je commence. Oui, clac. Ouais. Benjamin, super. I do not need a microphone. Oui, c'est une claque. Super. Ah oui, c'est une claque, forcément. Et toi, Julia? Et non, c'est pas une claque. C'est pas une claque. C'est infini. Mais est-ce que Grease, c'est une claque? Non, c'est pas une claque. C'est un bon moment, c'est nostalgique, c'est rigolo, mais c'est pas une claque. Ludwig? Juste pour John Travolta, c'est une claque. C'est vrai. Jordan? C'est une claque pour les soirées We Are the 80s ou les trucs comme ça, mais à part ça, non. Benjamin? J'en ai vu beaucoup d'extraits, mais pour tout ce que j'ai vu, oui, je pense que je vais dire que c'est une claque quand même. Il a marqué une génération. D'accord. J'en ai un très contemporain, The Greatest Showman. Julia? Pas vu. Ludwig? Mais non plus. Jordan? Ah, moi j'ai adoré. Moi je dirais que c'est une claque. Ouais, franchement, bonne surprise. Pas vu non plus. Ok. Petit dernier, et pas des moindres, Sweeney Todd. Julia? Attention, je t'attends en tournant. Ah oui, bah oui. Tu attends tout le monde en tournant. Oui, c'est une petite claque dans le sens où l'univers gothique est rond avec ce dont on a l'habitude dans les comédies musicales. Donc claque ou net pour Julia? Ludwig? Bon non, pas du tout. Pas claque pour Ludwig et Jordan? Moi ça m'ennuie aussi, désolé mec. Ah oui, ouais. D'accord. Benjamin? J'ai bien aimé, mais je le reverrai pas, donc je dirais pas claque. Désolé. C'est pas grave, ok. Alors maintenant, il va venir le moment de ta claque, Jordan. On écoute un extrait et on en parle juste après. Director Ken Russell and producer Robert Stigwood have made a film of Tommy and assembled some of the greatest names in music and the cinema. Tommy by The Who and based on the rock opera by Peter Townsend stars Anne Margaret, Oliver Reed, Jack Nicholson, Elton John, Eric Clapton, Tina Turner, Roger Daltrey as Tommy. Don't miss Tommy, the film. Your senses will never be the same again. Alors Jordan, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film, s'il te plaît? Oui, j'ai eu de la chance, j'ai eu presque 2 extraits puisque vous avez écouté Go to the Mirror juste avant et là vous avez la bande-annonce qui présente ce fabuleux casting. Donc c'est quoi Tommy? Alors Tommy, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui devient sourd, aveugle et muet suite à un traumatisme. Il a vu sa mère coucher avec un autre homme que celui que son père. Mais en fait, son père est arrivé à ce même moment et s'est fait tuer par le beau-père. Oui, parce que son père était porté disparu à la guerre et il arrive, évidemment, au mauvais moment, il les a retrouvés par magie. Alors évidemment, je n'ai pas dit que c'était un film d'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale. C'était un peu la base. Ça se passe au Royaume-Uni. Ça se passe au Royaume-Uni, exactement. Et donc, voilà, ce jeune garçon qui est sourd, aveugle et muet, sa mère se demande quoi faire de ce jeune garçon quand finalement il va devenir un champion de flipper et sa mère va l'utiliser et finalement ils vont trouver un moyen de le guérir et il va devenir un espèce de gourou d'une secte rock'n'roll. Nouveau Jésus. Nouveau Jésus, voilà exactement. Voilà. Ok. On peut pas parler du film sans parler des Who. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le groupe et le lien qu'il entretient avec ce film? Ouais, les Who, c'est un groupe évidemment britannique des années 60. On avait une sainte trinité en quelque sorte. On avait les Beatles, on avait les Rolling Stones. On avait le petit frère un peu moins connu, c'est les Who. C'est probablement un groupe un peu plus politisé que ce que n'étaient les Beatles et les Rolling Stones, même s'ils étaient déjà politisés. Ils avaient créé ils faisaient partie d'un espèce de mouvement qui s'appelait les Mods. C'était les modernists anglais, assez provocateurs. Par exemple, ils mettaient
des habits militaires pour être cool en quelque sorte. C'était un peu des dandies. Et le style des Who, c'était évidemment du rock, mais ils trouvaient que c'était plus un rock assez dur qu'on pouvait appeler maximum rhythm blues. Mais ça ne tirait pas non plus vers le punk. Hein. Ça ne tirait pas encore vers le punk, non. Ça tirait pas vers le punk. Tu peux nous en dire plus sur l'album opéra rock dont il tirait le film ? Ouais, donc un opéra rock, c'est l'envie de mettre en lumière une histoire à travers la musique rock. Rock auquel on offre par la même occasion ses lettres de noblesse en l'associant à l'opéra, tout simplement. Et donc cette envie de raconter une histoire, les Who ont eu envie de raconter cette histoire pour effectivement faire passer des messages politiques. Et donc c'est pour ça qu'en 69, ils ont écrit cet album opéra rock qui s'appelle Tommy, tout simplement, et pour ensuite l'adapter en film en 1975 par Ken Russell. Ouais, le style de message, tu peux nous les décrypter un petit peu, ces messages politiques ? Ouais, évidemment. Du coup, donc c'est un film qui se base sur les baby boomers, c'est-à-dire ces gens qui sont nés après la guerre. Génération, on disait faites des bébés. Voilà, exactement. Une génération assez, une période assez consumériste. Et en même temps, il y a encore les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a une espèce de trouble entre les parents et les enfants en quelque sorte. D'accord. Ludovic, tu veux ajouter quelque chose ? Ok boomer, voilà. Ok boomer. Ça valait le coup, merci. Le film a un rythme très soutenu. T'aimes ce genre de narration très rapide ? Alors ce qu'on peut dire, c'est que ce film est rock'n'roll, tout simplement. C'est un film des années 70 qui est aussi très ancré dans les années 70, puisque au niveau de l'esthétique, on retrouve un petit peu de l'Orange Mécanique, on trouve un petit peu du Phantom of the Paradise, qui est aussi un film assez chantant. On a aussi ce côté assez dépressif qu'on peut retrouver dans les films genre Soleil Vert, Soleil Green, assez, roman d'anticipation en quelque sorte. On a une ville industrielle, soi-disant, les villes industrielles finalement, ça inspire, puisque c'était aussi le cas de Rochefort en France. Là, c'est à Portsmouth, ça se passe à Portsmouth en Angleterre. Enfin bref. Tu peux nous parler maintenant un peu plus de ton ressenti à l'œuvre. Comment tu l'as découvert, le film Tommy ? Ouais, alors le film Tommy, je l'ai découvert durant ma première année d'études de cinéma en 2011. Je sortais du lycée, j'étais tout frais. Et j'adorais la musique des années 60. J'adorais les Beatles, je connais par cœur. Les Stones, je connais bien aussi. Par contre, les Who, ça m'avait toujours un petit peu gavé parce que c'était surtout la voix de Roger Daltrey que je trouvais un peu quelconque et qui m'intéressait pas. Donc je m'étais dit, écoute Jordan, on a un film avec Roger Daltrey qui est potentiellement sourd, aveugle et muet. Donc déjà, ça part sur des bonnes bases. Et alors, qu'est-ce que tu en as retiré ? Qu'est-ce qui t'a fait comme effet, ce film ? Et du coup, ce qui m'a aussi attiré dans le film, c'est que l'opéra rock n'est pas seulement chanté par Roger Daltrey, mais par une pléthore de chanteurs et d'acteurs qui ne chantent même pas à la base. Par exemple, on a Jack Nicholson qui fait ce fameux docteur et qui est en résonance finalement avec un autre film sorti en 75, Vol au-dessus d'un nid de coucou, où il joue un espèce de fou pour se faire interner. Ouais. Et finalement, il se retrouve à la place du mec qui fait le diagnostic. Comment ils ont réussi à réunir autant de personnes, autant de talents dans un film ? Ouais, parce que là, Jack Nicholson, c'était l'apparition improbable. Ouais. Mais même il y a énormément de musiciens. Ouais. Elton John, Eric Clapton, Jack Nicholson, Roger Daltrey, je crois. Tina Turner. Roger Daltrey, c'est le chanteur des Who. Arne Margaret, ouais. Oui, c'est chanteur. En fait, déjà, il faut savoir que à cette époque, les chanteurs de l'époque britannique, par exemple Elton John, les Who, les Beatles, les Rolling Stones, ça se côtoyait pas mal, quoi. C'était il faut s'imaginer Salut les copains en France, mais en version britannique et un petit peu plus rock'n'roll, quoi. D'accord. Donc, Eric Clapton, c'est aussi la même chose, parce qu'Eric Clapton, il a aussi joué avec les Beatles sur My Guitar Gently Weeps, sur d'autres morceaux. Donc bon, voilà, il y a le côté microcosme. Tina Turner, je pense qu'il cherchait quelqu'un pour coller au personnage avec une voix plus rock. Et d'ailleurs, la chanson de Tina Turner dans le film Acid Queen, c'est vraiment, c'est limite du AC/DC, quoi. C'est celle qui a la voix la plus rock'n'roll de tous. Et donc, ouais, il cherchait quelqu'un pour coller au personnage. Après, Jack Nicholson, honnêtement, c'est vrai qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'ai tendance à penser que j'ai envie de croire à la théorie se rappeler de Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Et Anne Margaret aussi, je pense que c'est juste Ken Russell qui allait chercher des gens qui pouvaient tenir la route, et Anne Margaret chante super bien aussi, c'est absolument magnifique. Merci Jordan. Alors des réactions autour de la table, Julia, tu as vu le film ? Oui, c'était une expérience assez étrange, je pense, quand on découvre ce genre de film. Et tout va très vite, on est submergé par plein de couleurs, toutes ces couleurs. La scène d'introduction. Dès la scène d'introduction, des parties pris, des idées complètement folles avec Clapton en prêcheur d'une secte, une secte à Marilyn Monroe. Enfin, c'est assez n'importe quoi, et en même temps, c'était très très chouette. Mais c'est vrai que dans la longueur, au bout d'un moment, c'est un film qui peut être épuisant parce qu'il y a tellement de choses. On a envie de faire une pause un peu, mais... Ouais, le rythme est excessivement soutenu. C'est vraiment ce que j'ai retenu du film. Un très bon film, mais là, à ce niveau-là... Ce qui est intéressant aussi, c'est que de nos jours, les extraits de Tommy sont utilisés comme clips musicaux, alors que à l'époque, les clips musicaux, ça n'existait pas. Tu as des clips qui te viennent... Par exemple, l'extrait de Elton John, Pinball Wizard. À chaque fois qu'on montre Pinball Wizard dans un clip, c'est l'extrait de Tommy, quoi. Ah, super intéressant cette anecdote. Et donc en fait, c'était un film qui était un petit peu, qui est très dense au niveau des scènes et des séquences, mais c'est fait aussi pour, en quelque sorte. Et finalement, ça a engendré un petit peu ce qui s'était passé avec MTV une décennie après, quoi. Ludwig, des réactions sur le film? Ouais, c'est surtout le rythme carrément effréné. Ça chante tout le temps, ça joue tout le temps. C'est pareil, c'est que je découvrais le film et je dis, ah ok, il y a des fous dedans, ouais bien, puis ah ouais ok, c'est incroyable. C'est puis, vraiment rock'n'roll quoi. Ouais, puis aussi les métaphores utilisées, notamment lorsque tu as son beau-père qui l'emmène voir les prostituées, et puis voilà, maintenant tu vas devenir un homme, puis le fait qu'ils utilisent une espèce de sarcophage. Flippant le sarcophage. Voilà, qui injecte de sang, et tu découvres, bah voilà, tu vas découvrir les plaisirs de la chair. Ouais, on dirait un peu une vierge de fer d'ailleurs, le sarcophage. Ouais, voilà, c'est Tina Turner qui l'a. C'est comme ça que se transmettait le sida à l'époque, d'après ce qu'on dit. Donc voilà, je trouvais ça plutôt incroyable. Puis aussi Pinball Wizard. Épique. Voilà, écoutez-le, regardez-le, c'est incroyable. Benjamin, des réactions sur le film? Je vais revenir sur ce qu'a dit Jordan sur les clips. C'est vrai que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est qu'on a l'impression de voir des clips en boucle. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de son in, donc il y a pas tous les sons qui sont dans le film sont des sons rajoutés. On n'a pas de dialogue, il n'y a que de la musique tout le temps. Donc on peut dire avec Tommy, la musique c'est jamais fini, attention. Mais du coup ça reste un bon film. C'est pas le genre de comédie musicale que je pensais voir ou que je pense voir d'habitude. Comme tu as dit, c'est un opéra rock, donc c'est pas vraiment une comédie musicale. Mais derrière, voilà, l'histoire était sympa, c'était très soutenu, c'était un peu lourd à la longue, mais par contre, c'est tout le temps des images, tout le temps des images pas bizarres, mais avec un parti pris assez fort. C'était très 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 sympa. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'était cool. Merci Benjamin. Il vous a rappelé certains films, certaines autres comédies musicales, ce film autour de la table? Oui, moi c'est vrai que ça m'a fait un peu penser à cette veine Rocker Picture Show, et puis la petite boutique des horreurs aussi, qui vraiment se pose en contre des comédies musicales classiques, avec un univers complètement fou. Le côté gourou aussi, c'était un thème un peu à la mode à l'époque. On se rappelle évidemment de ce qui s'était passé aux États-Unis avec Sharon Tate, toutes ces sectes. Et c'était en quelque sorte un thème dont il voulait parler pour, en quelque sorte, s'en débarrasser, essayer d'exorciser. Exorciser, exactement. Et c'était un thème qu'on pouvait retrouver par exemple dans Jésus-Christ Superstar, tout simplement. Peut pas faire plus clair avec Jésus-Christ Superstar. Et le titre a l'air très. Et le film très alléchant. ouais, grave. Et le film Hair aussi. Ouais. Vous l'avez vu autour de la table, Hair? Oui. Non, Benjamin. Pour qu'on pose la question. Vous pouvez un petit peu détailler ce qui ressort dans ce film. Qu'est-ce qui est lié en fait à justement à Tommy, ce genre de film? Développe, vas-y Jordan. Ouais, par exemple, Tommy, une fois qu'il arrive à retrouver tous ses sens, parce qu'aussi c'est une histoire de sens aussi, le film,
effectivement, on parle de ce film nous fatigue, ce film est dur à regarder, mais c'est parce qu'aussi il parle des sensations, ce film. Il y a une chanson qui s'appelle Sensation dans le film, par exemple. Jésus-Christ Superstar, c'est aussi le fait qu'on soit en quelque sorte hypnotisé par le média, soit filmique, soit au niveau de la musique. Et voilà, c'est tout simplement ça. C'est essayer d'exorciser en quelque sorte toutes ces choses. Et puis finalement, bon, on spoil un petit peu, mais à la fin, on se rend compte Tommy se rend compte que c'est pas ça qu'il voulait et que il retourne en quelque sorte à la normalité, quoi. Ouais. En fait, il pense vouloir être un messie, mais finalement, tout ce qu'il veut, c'est être en paix avec lui-même et avec sa mère, quoi. Après, il est un peu forcé de retourner à la normalité vu la fin du film, quand on lui laisse pas tellement le choix, non ? Alors oui, mais sans trop rentrer dans les détails. Mais lui-même, je pense qu'il a un choc émotionnel personnel. Oui. Ouais, c'est très symbolique comme film, c'est très symbolique. La filmographie de Ken Russell, tu l'as parcouru un peu ? Ouais, je l'ai parcouru. Il a fait des tonnes et des tonnes de films en Angleterre notamment. Il a continué à faire des films avec la petite bande londonienne, avec Roger Daltrey. Mais c'est pas un mec qui a fait des films très marquants. D'accord. Il a fait une autre comédie musicale juste après Tommy, qui s'appelle Listomania. Mais à part ça, et puis le monsieur est mort il n'y a pas si longtemps que ça, et il est mort quasiment dans l'anonymat, on se rappelle quasiment que de Tommy. D'accord. Là, sinon, une dernière question, les musiques, tu aimes les réécouter, c'est quelque chose qui... Ouais. Maintenant, après le film, est-ce que tu aimes un peu plus les Who ? Ah ouais, mais j'adore, en fait maintenant j'écoute Tommy, mais j'écoute la bande-son du film, j'écoute pas l'album de 69, et... Ouais, c'est parce que dans l'album de 69, ils étaient restés quand même très très rock, mais sans trop varier. Et alors que dans le film, ils ont rajouté des instruments, ils ont rajouté des claviers. C'est un peu plus doux, même si le film, on a l'impression que c'est dur à regarder. Ça aurait pu être pire. D'accord, merci beaucoup Jordan. On va enchaîner avec la dernière claque. C'est la claque de Ludwig. On écoute un extrait. C'est parti. Je me chope les glandes quand il traite ma... Cause I'm a bitch, she's a big fat bitch, she's the biggest bitch in the whole wide world. She's a stupid bitch, and everyone's a bitch, she's a bitch to all the boys and girls. Ferme ta putain de gueule, Cartman! On Monday she's a bitch, on Tuesday she's a bitch, and Wednesday to Saturday she's a bitch. Then on Sunday, just to be different, she's a super king, come Kamehameha, bitch. Allez, tous avec moi! You ain't met my friend, cause mom, she's the biggest bitch in the whole wide world. To be no bitch, and she has stupid hair, she's a bitch, 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 bitch. Stupid bitch, 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 she's a stupid bitch. Cause mom's a bitch, and she's just a dirty bitch. South Park sur la claque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce film de 1999, s'il te plaît, Ludwig ? Oui, donc c'est un film réalisé par Trey Parker et Emma Stone, les créateurs de la série South Park, sorti en 1999. L'histoire ça ne rajeunit pas, ça. Hein. Eh oui, hein. Le film a plus de 20 ans. Ok, boomer. Donc, pour faire courte l'histoire, ça se passe dans la ville de South Park. Et une bande de gamins, Stan, Cartman, Kyle et Kenny, vont voir le film de leur duo de comiques canadiens préférés, Terrence et Philippe. Mais le truc, c'est qu'en allant voir ce film, c'est que ce film dit beaucoup de grossièreté, qui fait que les gamins inculquent tout ça et découvrent tout ce nouveau vocabulaire. Ils le partagent dans la cour de récréation. Voilà, ce qui fait que les parents, dont une en particulier, la mère de Kyle, est très choquée et décide justement de lancer une campagne contre le Canada. Oui, c'est à cause d'eux que nos gamins sont devenus très grossiers et ça va prendre des proportions inimaginables. Et donc, Cartman lui dit ouais, c'est qu'on peut profiter des choses à cause de sa mère qui a une grosse bip. Ouais, alors voilà. Ça va passer un petit peu sur un registre plus familier, voire plus vulgaire. Plus chatoyant. Parce que, disons que South Park, c'est quand même, ça serait quand même dommage de se censurer pour South Park, non ? Oui, donc, voilà. Vas-y, Ludwig. Tu peux te lâcher. Comment tu l'as découvert, ce film ? Alors, j'en suis un, c'était avec mon frère. C'est passé sur Canal+. Et oui... à l'époque, on avait les codeurs. Ouais. Et Canal+ avait déjà les droits de diffuser South Park parce que c'était les premiers à les avoir diffusés. Et pareil. Vers quelle année à peu près ? Je pense que c'est 98 ou 97. Le film est sorti en 99, mais toi, tu l'as découvert en quelle année ? Je pense que j'ai découvert peut-être en 2000. D'accord, très rapidement.
Ouais, et donc on a été pris d'un fou rire et tout, parce que j'ai dit... À 8 ans. Oui. Ouais, voilà, c'était marrant, quoi. Puis bon, même plus tard, j'ai dû vous regarder, puis j'ai compris un petit peu les subtilités qu'il y avait derrière les paroles, de quoi ça parlait. Et puis bon, c'est que notamment, le film se fout de la gueule de Disney, ça prend à envers tout ce qui est les chansons de La Belle et la Bête, et ainsi de suite. Et voilà, et puis surtout, c'est que Trey Parker, c'est pas un inconnu des comédies musicales. Bien avant South Park, il en avait fait un, s'appelle Cannibal the Musical, où c'était l'adaptation en comédie musicale d'une véritable personne durant l'époque du Far West qui était un cannibale. Et bien des années plus tard, Trey Parker a continué à faire des comédies musicales, notamment The Book of Mormon, qui continue de faire sa tournée dans le monde entier. Donc finalement, le choix de la comédie musicale, il n'est pas arrivé là par hasard. Il y a vraiment une raison profonde à ce format-là dans ce film. Ouais, voilà, parce que c'est un truc qui lui est propre. C'est vrai que ça dans le film, tu dis, allez, une comédie musicale encore, puis là, tu écoutes les chansons, et tu dis, ah ouais, quand même. Ouais. Tu connaissais pas South Park, j'imagine, quand tu as découvert le film? Si, je connaissais. Justement, grâce à Canal+, vu que c'était les premiers à diffuser ça, on avait découvert. Et je dis, c'est quoi ça, ce truc en carton animé avec du carton et tout, ça se dit plein de vulgarité, c'est trop bien. Donc toi, tu n'as pas eu le droit à des parents qui t'empêchaient de le regarder, ou justement qui sont partis en guerre à cause de ça? Non, pas du Contre tout. Satan. Ouais, par contre, si tu disais grossièreté, il y avait, comme mon père disait, tu vas te prendre 10 kilos de doigts, mettre des ossets. Tu es fan de la série South Park toujours aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je regarde un peu moins parce que ça a beaucoup changé, mais ça reste quand même toujours dans l'actualité. Ils ont réussi à se réinventer. Donc auparavant, c'était beaucoup d'épisodes qui étaient assez indépendants. Là, désormais, ça fait depuis quelques saisons, c'est que tous les épisodes se suivent. Ils ont fait ça sur 2 saisons, et après ils ont décidé d'arrêter. Parce que les gens aimaient pas. Alors que c'était le format le format saisonnier où t'as un fil rouge sur toute la saison. Ouais, ça ils ont fait un petit peu. Après les gens râlaient donc ils ont arrêté. Par contre là ce qu'ils ont fait cette dernière saison, c'est qu'ils font ça un peu par groupe c'est des espèces de mini-séries. Celle avec Randy et le fait qu'ils vendent de la weed, avec les PC Babies par exemple. La saga Imagination Land, je sais pas si vous vous rappelez, dans la saison 10 il me semble. Il y avait 3 épisodes liés, un peu comme ça. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Ils en sont à combien de saisons là, Benjamin? Je dirais 24e, mais je pense que je dis des bêtises. Ah ouais, pas loin derrière les Simpsons en fait. Ouais, puis ils ont re-signé pour renouveler encore. Puis là, c'est qu'ils disaient... ils peinaient un tout petit peu à trouver les choses originales parce que ce qui parodiait auparavant, c'est que dans le monde réel, c'est devenu ça. Ouais. Même par exemple pour Trump, ils ont dit mais lui-même est une blague, comment voulez-vous qu'on fasse une blague sur une blague? Et justement, par rapport à l'actualité et au fait que le film a plus de 20 ans, tu penses que ce genre d'humour très irrévérencieux, ça fonctionne encore aujourd'hui, très 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 direct, ou est-ce qu'on ne serait pas un peu plus dans la subtilité maintenant? Moi ça me fait toujours marrer, hein. Mais c'est vrai que l'histoire... Je vois Jordan qui acquiesce à... justement, c'est que... Cette histoire de censure, c'est que là, dans notre société actuelle, je parle notamment de Twitter, il suffit de se balader un peu sur Twitter, c'est que tout le monde veut censurer tout et n'importe quoi. C'est un tel c'est offensant, un tel c'est offensant. Un puissant fond. Oui, voilà, c'est que à un moment donné, tu peux plus rien dire sans te critiquer quoi que ce soit. Sans se faire tomber dessus par les social justice warriors. Voilà, c'est ça. Et bon, allez, on va repartir un peu sur le film. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'impact du film qu'il a eu aux États-Unis? Est-ce que les créateurs ont eu des problèmes, j'imagine, avec le système puritain à l'américaine? Oh oui, notamment de grossièreté, mais c'est que ce film-là, il a été nominé aux Oscars. Et c'est Robin Williams pour les musiques. Et Robin Williams qui a chanté Blame Canada. Mais malheureusement, il a perdu face à Phil Collins avec le film Tarzan. Wow. Et à la suite à ça, Tarzan, le Disney. Ouais. Suite à ça, Parker et Stone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de se foutre de la gueule de Phil Collins dans un épisode qui s'appelle Timmy. Ils savaient très bien que c'était immature. Sans déconner. Ah oui, il est génial cet épisode. Est-ce que tu signerais pour un nouveau film South Park là en 2020? Ouais.
Je signerais bien volontiers parce que maintenant, avec toutes les bouteilles qu'ils ont, ce serait super intéressant. Ouais. Je rajouterais d'ailleurs que ce film, il a aussi gagné d'autres lettres de noblesse, avec notamment le Guinness Book des records, où il y a eu 399 jurons, dont 146 étaient du mot fuck. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et ça n'a pas été battu depuis ? Non. Encore plus que Scarface, hein. C'était déjà un record. Dernière question. Genre, j'ai envie de te demander VF ou VO ? La VF. La VF, hein. Alors, c'est qu'on a une excellente comédien et l'adaptation, donc William Corrin qui fait l'adaptation, qui est vraiment spécialisé dedans, et qui double aussi Kyle et Kenny. On a aussi Thierry Vermut, vous avez certainement entendu sur la série animée Tintin, qui double Stan et Randy, le père de Stan. Et puis surtout, le mémorable Christophe Lemon qui double Eric Cartman, qui maintenant désormais, quand on rencontre en convention, on lui demande que ça. Ouais, un petit peu comme mais lui-même adore ce rôle parce qu'il dit c'est le seul rôle quand même où je peux dire plein de choses dégueulasses. On me critiquera jamais. On te paye pour ça. Et oui. Je pense que c'est important d'entretenir un rapport avec notre langue à nous, en fait, dans ce genre d'œuvre. Je vais prendre un peu vos réactions autour de la table. Alors, on va commencer par, disons, Jordan, qui est avec un petit sourire en coin, là. Bah écoutez, moi, le film, pareil que toi, en 99, je regardais South Park sur Canal+. Et j'avais failli aller voir le film en étant âgé de moins de 10 ans au cinéma. Finalement, je me suis fait refouler et je suis allé voir Wild Wild West. J'étais un peu dégoûté. Oui, ce film, je trouve qu'il est utile encore aujourd'hui, quoi. Je trouve qu'il est utile parce que tout ce qui est quand il parle de religion, quand il parle de la société américaine et comment la vision de l'Amérique sur le Canada, c'est encore pertinent de nos jours, quoi. Oui, le racisme, l'exclusion. Le racisme, l'exclusion, oui. ça parle de tellement de thèmes, de conflits, également la guerre. On peut adapter la guerre qu'il y avait à l'époque aux guerres qu'on a aujourd'hui, quoi. Ouais, avec l'Irak, etc. Voilà, c'est un film utile. Et pour le coup, je ne me vois pas avec un South Park 2, le film, puisque je trouve qu'on n'en a pas besoin encore. Ah oui. Je vois encore la série, les épisodes, je comprends pourquoi, les actualités du quotidien, tout ça, mais un second film, je pense pas trop. C'est surtout qu'ils sont tellement efficaces encore aujourd'hui dans des formats courts que traiter un sujet sur un film, ça serait un peu pas leur rendre hommage, tu leur laisses beaucoup trop d'espace pour faire quelque chose d'incisif, alors que du coup ça sera des petits coups de couteau lancinants sur 1h30, alors que là sur un épisode de 20 minutes, quand ils y vont, c'est vraiment, ils y vont mais à fond, quoi. Il y a par exemple un dernier épisode où ils sont revenus sur le Man Bear Pig. Alors expliquer, c'est un peu long, mais c'est l'image de des problèmes écologiques qu'on a dans le monde. Et cet épisode-là, mais il est juste fantastique parce que ça nous montre vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et quand tu vois l'épisode, tu te dis ouais, on est un peu tous un peu con-con. On peut dire des insultes, donc c'est bon. On est tous un peu con-con face à la situation actuelle. Et voilà, sur des sujets comme ça, leur filer 1h30, ça serait beaucoup trop. Là, ils savent faire ce qu'ils font, qu'ils continuent et qu'ils nous fassent un minimum réfléchir avec ce qu'ils savent faire. Mais justement, Benjamin, toi, tu suis la série. J'ai une question qui me titille parce que moi, quand j'ai revu l'épisode, j'ai pris beaucoup moins le film, pardon. J'ai pris beaucoup moins de plaisir que quand je l'avais découvert étant adolescent vers 12-13 ans. Tu trouves pas qu'il a un peu vieilli au niveau de l'humour, des procédés comiques ? Oui, je trouve qu'il a vieilli parce que quand je l'ai vu, déjà je l'ai vu très jeune aussi, je l'ai vu à l'âge de 10 ans. Je l'ai un peu vu en scred, c'était sur Multivision, une chaîne sur TPS qui diffusait un film pendant une semaine en boucle. Je vois qu'on est câblé autour de la table. Hein. Ah, c'était chez ma tante, moi je suis pauvre. Et donc je suis allé voir, donc j'avais vu ce film, j'avais pas le droit de le voir, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup d'insultes comme tu dis. Et en fait je trouve que c'est ça qu'ils ont réussi aujourd'hui, c'est que je trouve que en fait, juste des insultes, c'est faire de l'irrévérencieux, mais gratuit. Alors que là, aujourd'hui, t'en as, parce qu'évidemment, ça reste South Park, mais t'en as, de la série, voilà, mais t'en as énormément, t'en as beaucoup moins. Et ils sont irrévérencieux sur les sujets qu'ils traitent, sur la façon de les traiter, sur la façon de traiter ces sujets-là. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, mais même dans les 5-10 dernières années, ils nous pondent leur meilleure série. Parce qu'à l'époque où c'était juste des gamins qui s'amusaient avec un petit sous-texte sympa, ce qui est le cas aussi dans le film,
Là, maintenant, c'est juste... peut-être que c'est moi qui ai grandi, hein, je sais pas, mais c'est vraiment des sujets qui parlent à tout le monde. Et si on a un minimum si on a une vision un minimum rétrospective, on peut se dire, ah oui, on comprend les blagues, on comprend ce qu'ils veulent nous dire, on comprend le sous-texte, et on comprend tous les messages qu'ils veulent nous faire passer, en rigolant, si on a des ratios d'humour. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, ils sont meilleurs que jamais. D'accord. Bon. Je vais passer à toi, Julia. Il me semble que tu as un avis un peu plus tranché sur le film. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Oui, c'était difficile de regarder ce film. C'était difficile, fatigant. J'ai eu beaucoup de mal parce que déjà, j'adhère pas du tout à ce genre d'humour. Et j'entends qu'il y a un propos engagé derrière ça. Mais pour moi, pour citer, je crois que c'est Victor Hugo qui dit... La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, et je pense que donc on peut pas détacher forme et fond, et que en fait pour moi la façon dont c'est raconté m'éloigne complètement du propos de ce qui veut être dit, et du coup parce que c'est juste épuisant de regarder toute cette vulgarité et qui pousse des fois à la bêtise gratuite, et c'est beaucoup plus subtil aujourd'hui. Le film à l'époque est très justement. Pour moi c'était vraiment difficile, quoi, et je pouvais pas, mais je comprends en fait que ça peut peut-être faire amener peut-être les plus jeunes vers des réflexions, du coup vers les réflexions qui sont évoquées dans le sous-texte, etc. Puisque en attirant un peu, en appâtant avec cette vulgarité interdite qu'on n'a pas le droit d'écouter, qu'on n'a pas le droit de regarder, parce que c'est pas de ton âge. Et justement, j'ai une question à te poser. Après ce qu'a dit Benjamin, tu ne serais pas curieuse de voir un petit peu à quoi ressemblent les épisodes actuels, justement pour voir si c'est un peu plus subtil, ou si l'humour te parle un peu plus? Peut-être, pourquoi pas. Je suis aussi un peu bloquée du fait que c'est pas une animation que je trouve belle. Ils se sont améliorés. Je trouve que c'est très laid, ces personnages, ces découpages, alors qu'il y a tellement de belles choses qui sont faites en animation aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça aussi, ça me bloque un petit peu. Mais pourquoi pas oui, il y a bien sûr, faut se remettre en cause. Mais... Je vais donner la parole à Jordan. Au niveau spectatoriel, je pense qu'effectivement, je mettrais un warning sur... les enfants qui voudraient voir ce film, parce que la façon dont on voit le film quand on est jeune et quand on a de la bouteille aujourd'hui, et notamment nous qui sommes assez cinéphiles, des choses horribles, on en a vu plusieurs, et des encore plus horribles que South Park, on a quand même le recul nécessaire pour apprécier la subtilité, si on peut le dire, de ce film. Voilà, le warning, effectivement, c'est pas un film qu'il faut montrer à n'importe qui. Vas-y Ludwig, vas-y. Ouais, c'est juste que c'est sûr que l'animation c'est très limité, mais c'est vraiment un parti pris parce qu'ils ont commencé. Tout premier épisode, ils avaient vraiment fait ça à la main, découpé, prendre en photo, redéplacer, ainsi de suite. Et un peu plus tard, c'est qu'ils ont accès au logiciel 3D pour l'animation, mais ils ont gardé l'apparence carton. Parce que c'est quelque chose qu'ils adoraient faire ça. Même aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, il y a un peu plus de détails, un peu plus de profondeur, mais ils ont gardé cet aspect-là. Juste, ça leur permet d'être beaucoup plus rapide dans l'animation, et donc aujourd'hui d'être beaucoup plus rapide dans la façon de traiter l'actualité. Un épisode de South Park, ça prend quelques semaines à être fait, et donc une semaine, c'est encore plus court. Donc l'actualité qui est encore fraîche, il peut vraiment traiter quelque chose d'intéressant avec ça. Contrairement aux Simpsons qui sont préparés l'année d'avant. Ouais, et puis qui sont très un épisode des Simpsons en termes de développement, c'est beaucoup très long. Effectivement, mais en plus ça donne un petit peu l'aspect particulier de la série, cette esthétique. Mais c'est vrai que ça peut rebuter certaines personnes. Moi, je me rappelle au début, quand je regardais Rick et Morty, le parti pris esthétique m'avait un petit peu surpris, parce que, comme tu dis, Julia, aujourd'hui, il y a tellement de séries d'animation qui sont magnifiques. On avait cité ici Love, Death and Robots, mais il y en a plein d'autres. Le conte de la princesse Kaguya. Le conte de la princesse Kaguya, c'est un film, mais après, il y en a beaucoup. C'est de l'animation, moi, sur ça. Il y en a, voilà, tout ça pour dire que ça peut être difficile de se lancer dedans, mais faut pas non plus se bloquer au style graphique, parce que ça peut être justement ce qui nous plaît et ce qui nous parle. Merci à tous. On va maintenant passer à la claque du mois. C'est parti. Écoute, c'est incroyable. Insensé, vraiment, assieds-toi. Tu vas voir, écoute. Non mais sans déconner, regardez bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait penser à des petits chiens. C'est parfait, vous au moins vous manquez pas d'imagination. Oh, c'est génial. C'est de toute beauté. Splendide, absolument merveilleux. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Ok, elle est bonne. C'était formidable, Billy.
Et voilà, comme nous arrivons en fin d'émission sur la claque, vous êtes venus chacun avec votre claque du mois que vous souhaitez nous conseiller. Allez, je vais commencer par toi, Benjamin. Ta claque du mois, c'est... Alors, ma claque du mois, c'est la série Légion, qui est une série qui a été créée par Noah Holloway, qui a aussi fait Fargo, la série sur Netflix, qui est dispo sur Netflix, qui est diffusée sur FX. La série est terminée, c'est donc 3 saisons, 27 épisodes, à peu près un peu moins d'une heure. C'est l'histoire de David Hayler, qui est diagnostiqué schizophrène depuis son plus jeune âge, et donc du coup il est interné dans un hôpital psychiatrique. Mais en fait il va se rendre compte qu'il est plus que juste fou, qu'il n'est pas fou du tout en fait, mais qu'il a des pouvoirs, parce que cette série elle est ancrée dans l'univers des X-Men. Et donc pourquoi c'est ma claque ? Parce que je trouve qu'en fait le traitement est totalement différent de ce qu'on peut voir dans tout ce qui est traité par rapport aux super-héros aujourd'hui. C'est par exemple beaucoup de surimpression, un montage assez bizarre. C'est très 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 rafraîchissant visuellement et narrativement. On a l'un des meilleurs méchants qui a été fait, toutes séries confondues je trouve, le plus charismatique. Et donc voilà, c'est 3 saisons. Ne vous renseignez pas sur qui est Légion dans l'univers des X-Men parce que ça va vous gâcher beaucoup de choses, et regardez-le en VO parce que c'est mieux en VO. Merci Benjamin. Toi Jordan, on t'écoute pour ta claque du mois. Je pensais que j'allais parler de Star Wars épisode 8, puisque aujourd'hui c'est la sortie de Star Wars épisode 9. Mais en fait, non, je vais parler des pilotes de X-Wing qu'on a au quotidien, dans notre quotidien à nous. C'est quoi un pilote de X-Wing dans notre société ? C'est un pilote de Formule 1. Oui, il y a une série Netflix qui s'appelle Formula One Drive to Survive. Et pourquoi j'en parle ? Parce que évidemment j'aime la Formule 1, mais la série c'est pas seulement à propos des courses de voitures. C'est l'histoire de ces jeunes pilotes qui sont de toute classe de la société. Et ce sont des gens qui voyagent partout dans le monde, qui parlent vraiment 3 ou 4 langues, qui sont des ingénieurs en fait, des ingénieurs et des triathlètes. Et ça parle plus effectivement de l'atmosphère de la Formule 1 et de comment ils vivent que juste les courses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Formule 1 veut être 100% carbon free, c'est-à-dire avoir des Formule 1 écologiques à partir de 2030. Hein. Mec, ils font déjà des formules électriques, mec, des courses de formules électriques à Paris notamment. Donc, écoutez, moi je pense que ça fait partie du futur. Matez si vous voulez être convaincu à propos de la Formule 1. Merci Jordan. Ludwig, on t'écoute pour ta claque du mois. Je dirais The Irishman de Martin Scorsese. On est très Netflix là sur la table. Hein. On paye toujours pas. Hein. Mais... On aurait peut-être commencé. Mais voilà, c'est juste que ça fait toujours plaisir de revoir un bon Scorsese. C'est comme si tu savourais un bon vin, tu vois, le nouveau Beaujolais. Mais juste que de voir De Niro, Joe Pesci et Al Pacino, tous les 3 réunis. C'est une sacré groupe d'acteurs pour une tête d'affiche. Quoi. Voilà, des pointures d'acteurs réunis dans un seul film. On imagine l'ambiance sur les tournages de Scorsese avec ces gars-là quand même. Hein. Ça doit être sacrément chouette. Ouais, d'ailleurs, c'est que sur YouTube, il y a GQ qui font des vidéos où il y a Al Pacino et De Niro qui discutent ensemble, qui parlent un peu de leur rôle, et puis ça parle notamment de The Irishman. Mais jusqu'après, sur ce film-là, la prouesse, c'est qu'ils ont réussi à les rajeunir, et c'est crédible. Ça fait pas genre grosse 3D dégueulasse. On regardera ça avec intérêt. Julia, ta claque du mois, s'il te plaît. Moi, ma claque du mois, c'est un auteur, une bibliographie complète, mais je parlerai plus précisément d'une œuvre, l'œuvre de Boris Bergman, qui est un jeune écrivain et qui a sorti son dernier roman, Dites-le avec des peurs, qui est un roman couplé avec un long poème de René Daumal, écrit en 1940. Et les textes s'entrecoupent et du coup ça crée un 3e texte. Et les 2 textes parlent sensiblement de la même chose mais de façon assez différente. Et donc le texte de Boris Bergman est absolument superbe. J'ai été assez bouleversée à la lecture de celui-ci. Au niveau du style, il y a du Proust, il y a du Flaubert, il y a de tout, et en même temps avec une modernité et une poésie extrêmement touchante et assez sublime. Lisez Boris Bergman, c'est merveilleux. Merci beaucoup Julia. Pour ma part, je ne peux que vous conseiller le dernier album de Jamie Cullum sorti en juin 2019, intitulé Taller. C'est un super moment musical. C'est la fin
de notre émission. Merci à tous, merci à toi Julia de nous avoir rejoints aujourd'hui, merci à vous les gars, c'est toujours très chouette. Merci à vous tous et toutes. Merci beaucoup. Et merci à la technique de Radio Campus et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, mais tout de suite on se quitte en musique avec What, Captain Sensible. This morning I was feeling fine, but this cat starts banging, man, what a swine. So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the part of a man drove me berserk. He said, Captain, I said what? He said, Captain, I said what? He said, Captain, he said what? He said, Captain, he said what you want? Once a lifetime, twice a day. If you don't work, you get no pay. I've been to the east, I've been to the west, where the girls are like most are the ones undressed. Well, hello, Adam, where you been? He said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gun full of you and I'm a feeling bad, but you're an ugly old pirate and ain't I glad? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what you want? He said, Captain, he said, what? 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 He said, Captain, I 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 said, what you want? I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what you want? He said, Captain, he said, what? 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 He said, Captain, I 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 said, what you want?